Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, désolé pour le retard à l'allumage. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois sur cet enregistrement parce que j'ai voulu tester un nouvel enregistreur qui s'est pas très bien terminé comme histoire. Mais voilà, allez, on va reparler donc aujourd'hui des suites, des scénarios mis en place, donc à savoir des ventes indicielles qui sont en train de sévèrement bien décoller, des achats de VIX, achats de gold, vente de yens, achats de yens qui sont en train de très bien se dérouler, hein, puisque vous le voyez, donc le yen index aujourd'hui plus 0,70, le VIX plus 13%, les indices qui plongent, et un petit peu la mécanique qui avait été anticipée les jours précédents, qui est vraiment en train de se mettre en place. Donc l'euro-yen qui reprend sa tendance baissière, donc pesé aujourd'hui fortement par le yen plus que par l'euro. Donc l'euro qui a donc démarré son mouvement baissier il y a de ça quelques jours. Et donc le yen qui enclenche, donc on devrait avoir un euro-yen très dynamique dans les prochains jours. Ça faisait partie des scénarios surveillés depuis les dernières semaines, donc il va falloir enclencher les validations et passer sur des renforts sur les cassures de support de l'euro-yen. Pour l'instant, on casse les supports, donc moi je ne paye pas les cassures de support, mais je revendrai évidemment tout repli vers d'éventuelles petites résistances qu'on pourrait retrouver en cours de chemin. Donc je surveille tous les pullbacks de l'euro-yen pour des reventes dans les prochains jours. Le gaz, on va en parler, ça se passe pas bien. On va surveiller les niveaux qu'il ne faudra pas déborder. Le gold, on va regarder, on va voir que ça reste quand même assez pesé et modéré en termes de reprise haussière pour l'instant. Donc c'est peut-être pas le vecteur vraiment privilégié pour l'instant par les investisseurs. En même temps, on est vraiment en train de travailler le support. Donc le gold servira peut-être de valeur refuge, mais pas tout de suite. On va en parler bien évidemment après avoir couvert le Bitcoin. Donc on commence immédiatement par le Bitcoin. Donc ça faisait partie des scénarios anticipés. Le contre-pied acheteur qui semble tenter de se mettre en place. Donc après l'invalidation du break baissier d'hier, aujourd'hui les bulles tentent un contre-pied. On va voir s'ils échouent aussi lamentablement que les vendeurs ou s'ils réussissent. Là est toute la question. Le candidat de la journée, c'est bien évidemment le IOTA qui attire les capitaux, qui a franchi sa résistance. On va voir s'il a suivi sur les autres. Pardon, pour ça, pour la guirlande. Voilà, difficile de rater les notifications, hein. Donc voilà. On continue. Donc le Bitcoin qui vient chercher ses résistances. Donc là, attention, hein, ce n'est pas le moment d'acheter. On est bien en train de tester une résistance. Ça peut très bien retomber aussi sec dans les heures qui viennent, tout comme ça avait été le cas en fait pour le mouvement baissier, hein. Donc voilà, ici on venait tester le support, échec du support. On peut très bien échouer dans la résistance et venir mourir ici encore plus. On reste donc dans une structure compressive pour l'instant où ça compresse. Donc les résistances ne sont pas franchies, les supports non plus. On va voir. Si la résistance est franchie, il reste encore, hein, regardez, Sine Wave vous donne la target ici. Si je zoome bien, je vais d'ailleurs vous ajouter la loupe. Et donc tout simplement, on le voit ici, hein, dans la target qui se trouve là, c'est l'objectif que les boules doivent essayer de déborder. Les bears, ça n'a pas marché. On va voir si les boules y arrivent, hein. Encore une fois, ça fait beaucoup de résistance. Donc une résistance oblique ici, enfin une résistance horizontale ici, une résistance oblique par l'ancien canal qu'on a franchi à la baisse. Donc pour l'instant, ça resterait un pullback sur ce canal, donc rien de bien euphorisant en soi. Et donc la résistance sine wave qui coïncide avec la plus grosse qu'on ait, c'est-à-dire cette vieille grosse zone de TP. Donc on va voir ce qu'il en est. Est-ce que évidemment ça pourra basculer vendeur ou pas? Telle est la question. Moi je suis, enfin basculer acheteur ou pas. Moi j'ai pas la réponse encore une fois. Si on devait basculer acheteur, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on y va tout doux en grindant comme ça et on bloquera très probablement sur cette zone-là. Soit on réintègre le canal. Et je pense qu'on peut dans ce cas-là viser la zone des 10 008 pour les acheteurs. Maintenant, moi je préfère être franc avec vous. J'ai pas envie d'acheter des cryptos. Je pense pas sérieusement que ça puisse aller bien loin. Maintenant, ce qui est clair, c'est que le dernier signal vendeur ayant été invalidé, cette fois la balle est dans le camp des acheteurs. Ils ont une belle tendance derrière qui peut permettre de franchir les résistances. On va voir s'ils y arrivent. Ce qui est clair, c'est que si les acheteurs échouent là, c'est probablement assez dangereux ce qui se mettra en place sur la fin de semaine. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours un volume qui soutient à l'achat. Maintenant, on va voir si les vendeurs sont également là pour descendre les résistances ou s'il n'y a plus personne pour vendre. Et dans ce cas-là, on franchira ces dernières résistances. Donc voilà les niveaux qu'on pourra viser éventuellement sur le Bitcoin. Moi, de toute façon, je reste vendeur, je vous l'ai dit, tant qu'on ne dépasse pas au moins les 10 250. Si on les dépasse, ce sera pour aller chercher 10 008 et probablement pas grand-chose de plus au-dessus.
On est vraiment sur des fins d'impulsion haussière. Je sais que vous voulez du FOMO, je sais que vous voulez que ça monte, mais malheureusement, le jour où ça va descendre, ça descendra pendant plusieurs semaines. Donc, c'est pas grave qu'on passe un peu de temps à travailler ces zones résistantes, ni même qu'on aille un petit peu plus haut. Ce qui est certain, par contre, c'est que je ne targeterai plus de nouveaux plus bas sur le Bitcoin si on venait à franchir la zone des 10 250. Tant qu'on reste au-dessous et qu'on ne franchit pas les résistances, malheureusement, si on se rattaque au support, je pense qu'ils ont beaucoup de chances de céder. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas prêt à le faire. Hier, il y avait tout pour le s'y attaquer. Le marché ne le fait pas. Donc, on va voir maintenant quelle est la force des acheteurs en réponse à tout ça. En sachant que pour l'instant on est toujours en train de travailler du range. Ce n'est pas parce que vous avez une bougie un peu impulsive que tout de suite c'est gagné, hein. Voilà. Dites-vous bien qu'on est toujours dans une structure de range et anticiper l'action de prix à l'intérieur d'un range, c'est la plus grosse des conneries que vous pourriez faire. Là on voit bien que le prix a essayé de déborder parce qu'on a cassé une oblique baissière, donc du coup il y a une petite accélération. Attention, hein, ça peut très bien être réintégré tout aussi sec dans les heures qui suivent. On va essayer de jeter un œil rapidos aux autres cryptos, hein. Donc Ethereum, ça franchit sa résistance, mais attention, encore une fois, il y a du monde au-dessus, il y en a des résistances, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et si je vous dézoome ce truc-là, il n'y a pas de sentiment haussier tant qu'on n'a pas dépassé ça, et autant vous dire, c'est encore très, très loin. Et là, en termes de schéma de prix, moi, je ne m'attaquerai pas à acheter un truc pareil. Vraiment, vraiment pas. On cherche des vendeurs, encore une fois. Donc les prix montent, mais des prix qui montent parce qu'on cherche des vendeurs, ça veut dire qu'une fois qu'on va les trouver, on va attaquer les supports derrière. Donc, faire monter les prix pour chercher les vendeurs, c'est bien. Ça permet de prendre des gains à l'achat. Encore une fois, il faut savoir s'arrêter aussi au bon moment si vous jouez ces stratégies-là. Voilà. Le Ripple, voilà, ça tergiverse, on ne franchit pas encore les résistances, mais aujourd'hui le IOTA s'est affranchi de la sienne, et pas sans panache. Donc là, le IOTA qui franchit une belle grosse résistance, mais encore une fois, hein, on franchit ça, on y va un petit peu violent là quand même, je pense, sur la partie IOTA, on va la regarder en daily, mais voilà. Ça décolle bien fort, attention à ne pas vous faire avoir non plus. Mais là, par contre, IOTA franchit bien une belle résistance et on franchit des signaux vendeurs. Donc je maintiens bien le fait que IOTA, probabilité d'aller faire un nouveau plus bas, très très faible à ce stade. Je pense qu'effectivement, celle-là a trouvé son bottom. Maintenant, moi, je ne lui courrai pas après, hein, encore une fois. Ce n'est pas ma façon de trader, de faire du FOMO ou du suivi de tendance. Moi, je ne trade pas comme ça. Donc, je n'ai pas acheté IOTA. J'ai raté le bottom, maintenant moi je ne cours pas après. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je pense que je vous l'ai dit, ce truc-là, il ne faut pas le vendre. Donc je ne me positionnerai pas vendeur de ce truc-là. Maintenant, je ne l'achèterai pas tant qu'il ne me proposera pas de pullback. Neo qui reste très faible et je pense que lui, ça va être un bon candidat vendeur dans les prochains jours. Pour l'instant, un bel échec sous résistance avec un double signal vendeur. J'attends de voir comment on se comporte sur les supports, mais Neo peut être un joli petit candidat vendeur qui pourrait permettre au BTC de se péter la gueule, puisque je vous le rappelle, le BTC c'est un peu le juge de paix, hein. Il est tiré par le haut par certaines cryptos, il est tiré par le bas par d'autres, et il a un peu le cul entre deux chaises, c'est le juge de paix, mais voilà, tant que lui ne franchit pas de résistance, faites attention avec vos alts, ça reste toujours assez dangereux et piquant comme scénario, puisque je vous dis, si ça monte, le potentiel est faible, par contre si ça baisse, on a un potentiel baissier assez non négligeable qui pourrait perdurer assez longtemps. C'est-à-dire que si on devait rebaisser, c'est pour aller faire un nouveau bottom sur le Bitcoin. Autant dire, ça produira encore des baisses pendant plusieurs semaines. En tout cas, moi, c'est le scénario que je trade toujours pour l'instant, mais je vous maintiens, hein, je reste avec des leviers assez faibles, vu qu'on est vraiment sur les phases terminales du crack, et que j'ai absolument pas la certitude qu'on aille faire un nouveau plus bas. Voilà donc pour la partie crypto, je pense qu'il faut rester prudent et rester à l'écart pour l'instant des ventes sur IOTA et Ripple. Je pense que s'il y en a un qui doit décoller bientôt, ce sera probablement le Ripple. Maintenant, encore une fois, vous achetez des résistances. Si vous le faites, c'est à votre propre jugé. Moi, ça ne fait pas du tout partie de mon cadre de stratégie. Donc je laisse monter les cryptos tant qu'elles montent. Je m'attaquerai à celles qui sont les plus faibles quand on vendra. Pour l'instant, je vois que ça ne veut pas vendre. Donc patience, patience. Pas de surexposition, tout simplement, moi je reste dans mon scénario, je laisse travailler les prix sur cette zone-là et j'attends d'avoir les confirmations d'entrée vendeuse pour passer sur des convictions plus marquées et donc des leviers légèrement plus importants. Le thème du jour, donc pour moi, c'est plutôt les actions. Voilà, donc attention quand même à ne pas se faire avoir trop rapidement. On arrive sur un niveau, c'est pour ça que j'ai encaissé sur les actions pour payer mon stop. Parce que je ne suis pas encore certain, voilà, de la structure de prix. On va zoomer un petit peu en 2 heures pour que vous voyez un petit peu mieux ça.
Voilà, je pense qu'on est sur une phase de triangle. Maintenant, attention à ce qu'on ne matérialise pas un support aujourd'hui, ou dans ce cas-là, on aurait fait une vague A ici, B et C, et dans ce cas-là, on viendrait chercher que notre point D, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une nouvelle remontée haussière jusqu'au point E. Dans ce cas-là, évidemment, et c'est pour ça que moi, je paye mes stops. Voilà. Donc moi, je me paye mes stops jusqu'à un point E qui pourrait remonter là, et j'attends de voir la suite. Si évidemment, on démonte tout ici, c'est qu'on avait bien fait notre point D là, d'accord ? On peut tout à fait l'avoir fait là, parce que normalement, c'est 61% de retracement qu'on fait dans un triangle. Donc si vous le regardez, ça veut dire qu'on l'aurait fait là. Et il y a aucun, si vous voulez, il n'y a aucune contre-indication à ce qu'on ait fait notre point D ici et notre point E là. C'est la raison pour laquelle je me suis déjà positionné vendeur sur les actifs américains. Okay. Maintenant, encore une fois, ça veut dire qu'il y a une oblique ici, qu'on aurait brisée, qui peut donc permettre de gérer son risque. C'est-à-dire que normalement, on ne doit pas pouvoir la réintégrer. C'est pour ça que pour ma part, si on est bien bear ici, il faut pouvoir mettre ses stops au-dessus du triangle en l'état. D'accord ? Ça veut dire que là, on peut théoriquement remonter jusqu'à la partie haute de ce triangle. Si on est dans un triangle plus élargi et qu'on est simplement en train de faire le point D, il nous resterait une remontée possible en point E. Donc encore une fois, pas vendre tout de suite trop agressivement alors qu'on est encore sur des niveaux de support potentiel sur les indices américains. Voilà. Donc pour moi, la seule incertitude, c'est de savoir si on a déjà terminé le triangle ou si on est toujours en train de le construire. Et donc face à cette incertitude, j'ai déjà pris des ventes, c'est clair, mais je commence à payer mes stops et je renforcerai bien évidemment si on casse la structure. C'est-à-dire si on ne trouve pas de soutien ici, pour moi, il n'y a pas de... voilà. Dans tous les cas, si on vient casser le point B, c'est clair que le triangle est cédé. Donc voilà, il est bien entendu qu'à ce stade-là, mon stop sera rabaissé à break-even. Et ici, je passerai donc sur les positions en renfort leveragé sur les indices actions américains. Donc pour l'instant, voilà, la seule incertitude sur la structure de ce triangle, est-elle déjà terminée ou est-elle toujours en cours, à savoir, donc si elle est toujours en cours, on serait simplement en train de faire le point D. Il nous resterait donc dans ce cas-là un dernier point E à faire, proche du point de contact de l'oblique baissière. Et dans ce cas-là, vous voyez, hop, ça nous ferait remonter là. Et ici, on termine et on y va cordialement. Donc pour l'instant, un peu de prudence, c'est pas encore tout à fait gagné. Et évidemment, si la main invisible veut maintenir les actions en lévitation, elle le fera en achetant cette zone de prix, c'est clair et net. C'est donc pour ça que j'encaisse pour payer mes stops. Ça vient d'être fait, hein, donc un encaissement VIX, un encaissement S&P 500 et un encaissement sur les yens qui vient d'être réalisé. Et sur le gold, donc qui teste sa résistance. Gold dont on va aller parler immédiatement. Voilà, donc gold sous résistance, ça ne marche pas encore très très bien pour le gold, vous voyez qu'on est bien sur des échecs résistants. Donc pour l'instant, attention, hein, voilà. Moi ce qui m'intéresse bien sur le gold, c'est le fait qu'on a tenté la cassure baissière et qu'on réintègre bien ce canal de vente. Donc attention hein, avec les ventes gold. Je pense que si par contre vous étiez positionné vendeur de gold, ça commence à mal tourner. Maintenant, on va voir si la réintégration de ce canal baissier va catalyser une sortie haussière par opposition, c'est-à-dire si en gros les acheteurs vont prendre les vendeurs à contre-pied pour essayer de démonter le gold. Ce qui me fait penser à ça, c'est que voilà à quoi ressemble la bougie weekly. Donc ça m'intéresse de voir à quoi ressemblera la clôture weekly. Parce que vous voyez que toutes les tentatives haussières ont été échouées et entérinées à chaque fois, toutes les tentatives baissières également. Si cette nouvelle tentative baissière est un échec, on aura une probable fin de la consolidation, hein, c'est-à-dire une impulsion, double tentative d'échec, enfin double tentative avec double échec sur le support, derrière la résistance cède. Et on aura au minimum un report de range, c'est-à-dire que ça nous donnera une target toute ouverte vers la prochaine résistance ici, simplement en fait en reportant le range qu'on aura constitué là, qui est une stratégie chartiste que tous les suiveurs de tendance utilisent. Donc voilà, report de range à la hausse, ça nous ouvrirait une target mini à 1432, et vous voyez que sans problème, je pense qu'on ira là. Et moi je vois des résistances plus importantes au-dessus, je vous le rappelle, 1461, c'est le prix que je recherche sur l'once d'or pour repasser vendeur. Voilà, je le maintiens, hein, pour moi le gold reste quand même un actif assez vendeur à long terme, mais je pense qu'on va chercher cette grosse zone de volume avec donc une zone privilégiée. Hop, je vais aller vous la montrer comment je l'avais trouvée. On va le faire ensemble. Voilà. Donc ici, hein, d'accord, dans cette zone-là, on prend comme d'hab le volume profile pour avoir un petit peu plus de détails. Hein, pourquoi il m'a mis en français lui ? D'accord, donc gamme fixe en français, mais alors c'est très très moche. Voilà, donc on prend toute la zone, toute la portion de prix. Ok. Alors, il n'y a pas de volume sur ce contrat gold. Ok, bon, alors dans ce cas-là, sinon, donc c'est la zone du 0,5, donc du 10 mai 2013.
Donc vous voyez là, sur le gold, on risquerait de remonter 5 ans en arrière. Ça, je vous dis, ça va en surprendre plus d'un. Donc on va aller chercher... Ah ben voilà, si, il me le met. Donc voilà, hop, 1465, c'est donc le POC vendeur ici. Et donc vous pouvez noter toutes ces zones de prix. Ça, c'est de la grosse résistance. Et ensuite, si on zoome, voilà, on voit tous les niveaux intermédiaires sur lesquels on peut gérer son risque. Et voilà, 1461 venez de là. Donc c'est 460. Voilà les trois zones, d'accord. Vous prenez les trois zones où il y a eu du volume. Historiquement, c'est toutes les zones de prix qui avaient intéressé les investisseurs à l'époque. Donc sur toutes ces zones de prix, évidemment, c'est là où moi je vais exécuter toutes mes take profit si j'ai des signaux vendeurs. Donc à partir de 1450, je commence à réduire la voilure à chaque fois que j'ai des signaux vendeurs. Pas de signaux vendeurs, on passe au niveau suivant. Dès qu'il y en a un qui monte des TP, hop, on encaisse, on encaisse, on encaisse, on encaisse, avec un maxi donc à 1473. Pour le gold, et évidemment, là, après, moi, plus on monte, plus je sors mes achats, et plus je commence à me positionner vers des mouvements vendeurs. Je le maintiens, le gold reste baissier à long terme, et on termine simplement une structure de consolidation en ABC. Donc à partir de là, moi je commence à rechercher des ventes gold pour jouer donc derrière des enfoncements vers la zone des 1000 $. Je parle bien des contrats papier de gold. Je reste investisseur sur de l'or physique, quoi qu'il arrive. Mais le contrat papier indexé en dollars, je pense qu'il aura une belle grosse phase de baisse à subir derrière. Le gaz. Alors pardon, non, on va terminer. Donc l'euro-yen et le yen index. Donc le yen index, on va s'en servir comme repère. Voilà, magnifique. La belle zone de support qui avait été identifiée. Beau travail de la zone. Réactivation bullish parfaite. On se remet à franchir des résistances. C'est propre, c'est net et sans bavure. Le yen retrouve sa tendance haussière. Enfin, en tout cas, le yen va être acheté et on voit bien qu'on est très 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 haut dans une tendance haussière. Donc on a bien ici une structure 1, 2, 3, terminé, 4. Et on va faire une belle grosse 5 derrière. Probablement une vague 5 étendue. Voilà. Donc attendez-vous quand même à un truc assez costaud sur le yen, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc ça correspond à peu près à ce que j'anticipe de toute façon, c'est-à-dire une très très forte recherche du yen comme valeur refuge, peut-être plus que le gold même encore, dans les semaines à venir. Si on devait avoir un déraillement à Wall Street pendant l'été, il serait absolument normal de retrouver par exemple un yen à la mi-août, avant la rentrée, là où on pourrait sans problème retrouver des ventes de yens, des achats d'indices et d'actions. Je pense donc qu'on pourrait avoir une très forte appréciation du yen. Ça fait voilà, mécaniquement là, un bon 12% sur le yen. Donc vous avez compris que si le yen est acheté, ça veut dire que le JPN va se faire démonter la tronche, ainsi que les indices asiatiques. C'est évidemment ce que je pense. Je reste bien évidemment vendeur de Hang Seng, et je pense que le JPN peut être un très bon vecteur de vente dans les prochaines semaines, si évidemment ça commence à être panique à Wall Street et que le yen est recherché. Il prendra donc double dose, notre ami le JPN. D'ailleurs, je vous propose d'aller le regarder immédiatement, puisque je ne l'ai plus en portefeuille le JPN, mais je pense qu'on va pouvoir s'y réattaquer. Alors, on a une belle structure, voilà, donc de range à plat, parce que là on n'est pas sur un extended flat. Rappelez-vous, les corrections en extended flat, pour les avoir, il faut que le point B aille chercher 127 du point de la vague A. Vous voyez, là on n'est clairement pas sur ça, donc on est sur ce qu'on appelle un standard flat, où dans ce cas-là on a A, B, C à plat, et on repart sur une tendance baissière. Là encore, tous les chartistes vont utiliser la structure de range à plat pour jouer un report du range. Donc là, vous pouvez dire que ça va se faire reporter au sud. Voilà. Donc ce qui nous donne immédiatement une target pour les chartistes, ici. Donc vous pouvez vous dire, notez cette zone de prix, on cherche un support, il y a un petit support, c'est parfait. Voilà. Donc je pense qu'ici, c'est une zone qui sera visée dans un retracement baissier. Et ce sera probablement, pour ma part, ma target numéro 1. Sur cette vente-là, avec donc un scénario tout con, tout classique, que dès qu'on commence à enfoncer les supports, ici on est à stop break-even. Hop, je dirais une validation à enfoncement de ce gros support-là. Donc là, dès qu'on enfonce ça avec des clôtures, c'est la validation. C'est à partir de là où on peut commencer à augmenter son levier. Là, on reste sur la phase spéculative. On a bien le triangle ici. Le momentum n'a pas encore donné de signaux vendeurs, donc attention à ne pas se surexposer. Mais on va regarder si on a traité. Et on a probablement un signal en 2 heures qui me semblera exploitable. Parce que je rappelle, en daily, là, on vient de faire notre cadre technique. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. Vous l'avez, le signal de déclenchement. Donc le JPN, c'est vendable. Je vais aller m'attaquer à faire ça ce soir.
Parce qu'encore une fois, là, j'ai pas de JPN et moi, je suis pas de ces gens qui vous disent, qui vous vendent des trucs que je traite pas. Donc, je vais aller vendre le JPN direct ce soir avant les clôtures des FUT. Donc voilà, je reste vendeur. Évidemment, donc le break est là pour gérer le risque. Donc on prend la résistance qui se trouve juste au-dessus pour l'instant et on peut donc gérer son risque ici. C'est donc là où on peut trouver un stop en 2 heures. Donc c'est ici que je mettrai un stop. On va trouver un stop max en daily. D'accord? C'est-à-dire qu'en daily, moi je me servirai de la zone de break ici pour un stop maxi. C'est-à-dire que moi je gérerai comme ça. Si vous voulez jouer la position ultra spéculative, prenez un peu plus de levier, mais vous vous servez du stop en 2 heures. Si vous voulez la jouer plus soft, vous prenez le trade en daily avec un stop là. Ici, vous pouvez l'abaisser. Dès qu'on arrive sur la validation, vous pouvez abaisser le stop. Dès qu'on arrive sur le BE, vous passez à BE et les renforts se font donc par là pour vous, si vous prenez une position à faible risque. Évidemment, ça justifie totalement. Hein, regardez le ratio risque-rendement, ça vous coûte 6% en stop. Moi, je pense qu'il ne faut pas risquer plus de 2%, donc un levier divisé par 3 sur l'entrée en swing. On peut mettre, je pense, sans problème, voilà, un levier 1, donc un levier plein sur le JPN pour ceux qui veulent spéculer plus agressivement, mais encore une fois, le stop ici est beaucoup plus facilement atteignable. Hein, donc toujours pareil, plus de levier, beaucoup plus de risques. Là, vous prendrez 3 fois plus de gains en vendant ici. Là, vous ne prendrez 3 fois moins de gains, mais vous aurez bien moins de chances de vous faire péter le stop. Donc l'objectif est là, donc derrière, autant vous dire, c'est quand même très 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 rentable en termes de stratégie de trading. Hein. Si ça fonctionne ce truc-là, ça fait une entrée là, même dans le cas le plus faible, hein, ça fait une target 1 ici, et je pense qu'on peut viser une target 2 dans la grosse zone de volume par là. Donc ce qui ferait très probablement, hop, on va mettre des extensions hein, pour viser les zones. Donc vague 1 au sommet de la 2 pour viser notre 3. Donc on viserait un 127% ici. Et effectivement, une target 3 qui me semble assez logique sur un 200 ou un voilà. Donc moi je mettrais en 3 TP, target 1, target 2 et on va mettre une target 3 ici sur le 200% qui est donc la target max. On ne vise pas plus bas que ça. Ici on encaisse absolument tout le profit. Si les prix arrivent ici, il ne faut vraiment pas viser plus bas que ça. Je pense que c'est un scénario qui se goupille assez bien avec donc la target 1 très probablement atteinte. Donc je pense au moins un TP 50% ici pour bien gérer son risque sur le JPN. Voilà, donc je pense que la structure de conso est terminée. Il y a bien une vente à jouer par là avec la protection du breakout en daily. On est bien donc dans un cadre technique baissier en daily, enfin dans un contexte baissier en daily avec un beau cadre technique en 2 heures. Ici, on a bien cassé le canal. D'accord ? Donc respect pur et simple de la stratégie ici. Vous avez bien le canal graphique qui est débordé ici en 2 heures, qui est breaké. Donc vous avez sortie du cadre technique à la baisse, signal de trading dans un contexte vendeur. C'est le respect de la stratégie. Si le stop est dégagé, c'est le jeu. Voilà. Mais là, pour moi, le risque est carrément limité. Donc, je ne vois pas de raison de ne pas en profiter. Voilà, d'ailleurs, ça vient d'être fait immédiatement pour la transparence. Donc moi, là, je viens de prendre un risque de 1% parce que quand même, je vends les actions américaines, je vends maintenant les actions japonaises, donc ça fait beaucoup. Donc moi, vu que je vends tous les mêmes secteurs sur un scénario un peu global, je ne prends pas de risque 2% sur ce trade parce que voilà, j'ai plein d'autres scénarios complètement corrélés. Donc il ne faut pas se surexposer. C'est la grosse erreur que j'avais fait d'ailleurs l'année dernière qui m'avait valu à un moment donné une grosse perte de 8% parce que j'avais fait le malin en vendant les 3 indices américains avec un max drawdown. Et évidemment, ceux qui m'avaient suivi à l'époque se rappellent que celle-là, elle m'était bien passée en travers de la gorge. Pardon, on poursuit. Donc, JPN vendu, de même chose que le Hang Seng. Hein, voilà, tout ça, je suis vendeur de toute façon, vendeur des actions, on va dire, sur toutes les zones économiques. Et pour l'instant, j'attends donc que ça y est, on valide ces trucs-là. Dès qu'on se mettra à péter des supports, vous pouvez être certain que je serai dans la barque. Voilà. Allez, on poursuit. Qu'est-ce que donc le VIX. Donc encaissé tout à l'heure au plus haut, hein, je vous l'ai donné dans le Discord. Donc on était là, on était sur les 18,5. Encaissé 20% de la position pour payer le stop. Maintenant, je veux voir comment se comportent les investisseurs. Est-ce qu'on prend à contre-pied tous ceux qui avaient vendu la volate ici? Et dans ce cas-là, ils sont probablement en train de se racheter en panique et on va avoir une très forte appréciation du VIX qui va exploser vers la zone des 25. Pour ça que je prends que 20%. Hein, c'est vraiment un TP marginal. Le momentum est aussi
haussier, les prix le sont également. Il n'y a pas de raison de limiter ce marché. C'est vraiment une prise de profit pour payer les stops. Et évidemment, derrière, ça va me permettre de renforcer plus sereinement. Comme le stop est payé, je vais pouvoir mettre plus de levier sur les éventuels renforts qui pourraient venir plus tard. Pour l'instant, on est vraiment en étape de validation. On est en train de travailler la précédente résistance. Il me semblerait logique qu'on ait une petite tergiversation dans cette zone de prix ou un débordement pur et simple. Hein. Voilà. Si ça se met à déborder, comme je vous dis, c'est panique à bord, c'est qu'on passe d'un break baissier à un break haussier. Dans ce cas-là, si ce break est suivi, de toute façon, regardez, voilà, hop, target est là. Donc moi, je me suis exécuté sur la target du break. Là, soit on dépasse la target, on installe une tendance haussière, soit on range ici, avant de valider le break, soit on invalide le break et mon stop est payé. Donc moi, dans tous les cas, il n'y a plus de risque, il n'y a que du gain sur le VIX. Encore une fois, c'est un actif sur lequel je ne mets pas de levier, de par sa volatilité. Donc le VIX est tradé avec un faible levier, mais j'ai un levier de 0,1. Ce qui veut dire que vous prenez les amplitudes. Là, par exemple, tout à l'heure, ça a été encaissé à plus de 15%. Donc c'était 1,5% sur le capital. Okay, comprenez le principe. Hein. C'est bien, l'amplitude est divisée par 10, mais maintenant que mon stop est payé, je vais pouvoir augmenter légèrement ces expositions diverses. Voilà. Alors ensuite, donc gold, on en a parlé ou pas? Tu te souviens si j'ai parlé du gold? Non. Merde. Donc le gold, on en parle, sinon je ne sais pas si on l'avait déjà fait. Hein. Je suis désolé, mais si on l'a déjà fait, ben, on va le refaire. Donc voilà, on est bien sous résistance ici. La question est donc de savoir si ce marché est toujours baissier ou haussier. Si, il me semble qu'on en a parlé. On en avait parlé donc sur le chandelier weekly. Donc on va repasser à autre chose. Donc voilà, si ça clôture comme ça, il faut vous dire un truc. Moi, ce que j'aimerais voir cette semaine, c'est qu'effectivement, on clôture avec cette mèche basse. Si on peut même revenir clôturer dans le range de la bougie weekly précédente, alors là, c'est tout bon. Parce que là, ça veut vraiment dire qu'on a un rejet baissier du range. Et là, autant vous dire que derrière, tout le monde va passer à l'achat en gérant son risque sous cette belle mèche qu'on a fait en rejet haussier des 1300 $. Donc gold, pour moi, ça y est, je pense que le train acheteur est en train de se remettre en place. Maintenant, je veux attendre d'avoir la clôture weekly pour en être bien certain. Et je pense, encore une fois, hein, comme c'est une Como, rappelez-vous que... rappelez-vous, vous ne le savez pas, mais une Como, généralement, ça démarre doucement et ça accélère. C'est-à-dire ça verticalise toujours sur les fins de mouvement, un peu comme sur vos bitcoins. C'est vraiment des actifs qui ont généralement un peu d'inertie au début, et puis après, bam, ça décolle et ça s'arrête plus. Donc attendez-vous bien à des systèmes un peu parabolisants sur le gold, où on peut démarrer tout doucement ici, vous voyez, on s'affranchit des résistances tout doucement, puis dès qu'on vient chercher les résistances, bam, là on décolle et on y va sereinement. Évidemment, il ne faut pas oublier de prendre ses bénéfices, puisque vous voyez, c'est généralement des structures qui, boum, ça prévient pas et ça passe de haussier à baissier. Puisque du coup, on fait des structures 1, 2, 3, 4, 5, et du coup, la vague en haut, c'est souvent la dernière. Donc, pas oublier les prises de profit, comme je vous l'ai dit, et jouer comme sur tous les niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc le yen, le gold, tout ça, c'est évidemment corroboré avec les ventes de toutes les actions qui aujourd'hui se font démonter, toutes les actions que j'ai en portefeuille. Il me reste Boeing à envisager sur des ventes, mais pour l'instant, je ne suis pas encore Showtime. J'ai racheté du General Electric aujourd'hui sur le support, dans le cadre de la stratégie qui avait été annoncée. Donc évidemment, encore une fois, il est tout à fait possible de prendre du General Electric. D'accord. Hop. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'ils viennent de donner un double bear. Mais bon, c'est un peu... Voilà. Donc là, le cadre technique, c'est ça. Hein, c'est vraiment le fait que c'est un fly to safety, la pattern. Et on a bien joué un exit et on est bien ici dans un double boule. J'aimerais voir le prix de tester de nouveau cette résistance et aller chercher la suivante. Faut être conscient que General Electric, même si les actions baissent, elle peut être recherchée comme aspect refuge, parce que les énergétiques, généralement, le marché aime beaucoup ça. Et quand on est en période de stress, quand on a une action comme General Electric qui a été survendue et qui est en train en plus de donner des structures de reprise haussière, parce que là, évidemment, nos amis chartistes devraient voir l'épaule tête-épaule ici. Encore une fois, moi, c'est pas du tout le genre de structure que je trade, hein, mais alors vraiment pas. Mais ici, on a clairement une épaule tête-épaule, et elle est vraiment académique et elle est d'une beauté hallucinante. D'accord. Donc ça fait vraiment, on va y arriver. Je vais y arriver à te choper. Voilà, épaule tête. Ici, on est en train de constituer l'épaule droite. Donc évidemment, tout retour vers la résistance sera clairement identifié par tous les amis chartistes. Donc franchissement de la ligne de coup égale report de l'amplitude. Je vais y arriver. Et ça nous amène, vous voyez, vers la target là. Hein. Donc c'est tout con, hein, mais un truc comme ça, effectivement, je pense que sur General Electric, si on prend l'amplitude de la tête, il faudrait que je la prenne ici. Voilà. Hop.
Si on la reporte au point de cassure, vous voyez que ça nous donne tout pile poil la target ici. Ça nous ramène vers cette ancienne zone de travail et ces gaps qui sont vraiment pour moi les targets à viser sur cette action. Donc ici, c'est un TP total, donc c'est une target max. On est contre-tendance, je vous le rappelle. Donc quand on est contre-tendance, dès qu'on arrive sur les résistances, on encaisse les gains. Et on ne va pas chercher plus compliqué que ça. Voilà. Donc on est bien sur une structure où on forme un creux sur General Electric. Je commence à faire des gains sur cette action. Il va de soi que si je dois la faire rentrer à long terme en portefeuille derrière, ce qui encore une fois n'est pas le cas, je ne suis pas acheteur d'actions par rapport au positionnement dans le cycle économique, mais par contre je pense qu'il y a quand même quelques actions qui peuvent être achetées. Et puis je vous le rappelle, c'est surtout pour faire fermer leur bouche à ceux qui me pensent permabère en ce moment. Je ne suis pas permabère, j'achète juste les trucs qui sont achetables et je vends juste les trucs qui sont vendables. Et comme pour l'instant c'est plutôt des ventes, évidemment c'est pour ça que je favorise les scénarios vendeurs. Mais c'est rien de plus que ça. Voilà, donc General Electric avec donc une invalidation si on se repositionne sous le support, c'est-à-dire donc un stop vers la zone des 13. Si on retombe sous 13 $, il me semble qu'il ne faut plus rester acheteur de ce truc-là. Ce sera un petit peu trop risqué et encore une fois, il n'y a pas de risque, enfin il n'y a pas de gain sans risque. Donc voilà, c'est une entrée ici sur General Electric pour un achat. Voilà, donc là c'est tout con, vu que le stop est là, vous avez bien compris. Le schéma, il se met tout seul, la validation et le stock break-even se met donc ici. Donc pas de renfort, dans un système contre-tendance, on ne renforce pas. Voilà. Donc la validation se fait donc ici, elle est pratiquement de taille équivalente au stop dès qu'on franchit la résistance. Alors, la validation se fait au-dessus de la résistance. Voilà. Cassure de la ligne de coup, franchissement de la résistance, égale validation du trade. Arrivé ici, dès qu'on a une clôture daily au-dessus de ce truc-là, le stop peut passer à break-even et on vise la target. Et derrière, c'est plus qu'un gain et aucun risque de perte. Pour l'instant, voilà, moi je risque pas grand-chose non plus. C'est-à-dire que là, c'est un trade, je crois que de mémoire, j'y ai mis que 2%, même pas. Je crois que j'ai mis que 1,5 ou 1% de risque sur ce trade. Donc ça reste du faible levier. Mais encore une fois, c'est un trade qui a quand même une bonne probabilité de voir son objectif atteint, je pense. Voilà. Donc, vendeur, comme toujours, de toutes les actions américaines. Donc, Tesla, Apple, tout ça, je suis vendeur. Facebook, Nvidia, Netflix, Boeing peut-être, mais pour le moment, je ne suis pas encore chaud. Et acheteur de yens, vendeur d'euros, acheteur de gold, acheteur de gaz, et on en parle, puisqu'il faut en parler aujourd'hui. C'est un scénario qui se déroule mal. Donc, stop déclenché pour l'instant, mais je surveille de racheter. Donc, le stop a été déclenché sur le gaz, ça, c'est clair. Mais je pense que je reste quand même sur une conviction acheteuse. Ce qui fait que tant qu'on ne vient pas chercher la target, c'est-à-dire tant qu'on ne vient pas chercher ce support-là, tous les petits replis haussiers, pour moi, sont à prendre. Et en fait, si je vais en 15 minutes, voilà, on va essayer de chercher des petits supports intermédiaires. Voilà. Et vous voyez, ici, on en a un tout petit qu'on était venu tester là. Et en fait, tout simplement, je me dis, si on échoue là, ça peut être intéressant de se repositionner. Maintenant, il faut vraiment que le gaz échoue là, parce que si ça saute, il n'y a vraiment pas de support avant le support majeur, c'est-à-dire les prix d'entrée. Moi, pour l'instant, j'ai été stoppé donc en gain sur le gaz. Non, pardon, stoppé à break-even, puisque j'avais donc pris un renfort. Donc il y avait eu une entrée ici, une entrée faite là en breakout. Voilà, et donc le stop avait été remonté à ce niveau-là. Donc là, évidemment, je me fais stopper sur ce truc-là à 0 pour l'instant, et je vais essayer donc de remettre en place un nouveau scénario acheteur. Mais pour l'instant, c'est du stop. Donc on repart à 0. Il n'y a plus rien sur ce graphique. Je marque donc juste ce support qui est en surveillance pour l'instant et en zone de travail. On va voir la clôture ce soir. Encore une fois, voilà, ici on est bien en break d'exit, mais ce qui m'intéresse, c'est donc dans notre contexte en 2 heures, on a la classique, vous voyez, chaque fois qu'on a tenté un break haussier, ça n'a pas marché. On a tenté un break baissier, ça n'a pas marché. On tente un break haussier, ça ne marche pas. On tente un break baissier, ça peut très bien ne pas marcher non plus. Donc si on tient ce support aujourd'hui sur le gaz, ça me paraît intéressant de reprendre donc un scénario acheteur dans une structure, encore une fois, toujours les mêmes. Ça monte et ça consolide en 2 vagues, mais on monte toujours plus que ce qu'on perd. Donc pour moi, tant que ce scénario est celui qui domine, vous voyez, je vais vous le tracer tout con, mais mon cadre technique en 2 heures ici, c'est donc bien une structure ABC. On est bien sur le point C en train d'essayer de travailler un support horizontal et un cadre technique. Alors ça reste un cadre technique baissier, parce qu'on est dans un canal baissier, mais on est sur la zone de support du canal.
dans un autre canal plus haussier. Donc je pense qu'on est en train d'essayer de tergiverser un peu dans ce merdier. On peut tracer cette oblique-là, qui effectivement vient également nous supporter sur cette zone de prix. Donc voilà, moi là je pense qu'on est plutôt sur un cluster de support, mais encore une fois, ça me semble un peu agressif de se positionner direct dans le sens acheteur là. J'attendrai un petit signal. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je joue un cadre technique 2 heures, enfin un contexte 2 heures, dans ce cas-là, il me faudrait un signal en 15 minutes. Vous voyez que pour l'instant, et c'est le néant total, hein, c'est impossible d'acheter comme ça, quoi. Donc moi, je peux pas, alors à la limite, en très agressif, attendre en 2 heures, en 2 minutes d'avoir un signal acheteur. Mais on va voir, moi je vois pas grand-chose. Voilà, pour l'instant, c'est target de break. Donc là, le seul signal qui permet d'acheter le gaz en l'état, vous voyez que même le momentum donne aucun signal d'achat. C'est vraiment trop dangereux là. C'est vraiment piquant comme truc. Donc soit c'est l'invalidation du break qui vous donne un signal acheteur, c'est-à-dire que le gaz, il faut vraiment qu'il revienne tester la zone des 0,73 pour donner un sentiment de reprise acheteur et surtout la formation de ce support. Là pour l'instant, ça c'est ni un support ni rien du tout. Ça peut très bien continuer au sud. Donc là, acheter comme ça me semble vraiment hors stratégie, complètement hors gestion du risque. Voilà. Donc là, moi j'attends sur le gaz d'avoir des signaux. Je vais mettre une alerte immédiatement. Si on revient se positionner ici, à la limite, pourquoi pas jouer donc un achat avec un stop sous le support qu'on aura pu matérialiser aujourd'hui. Et donc, ça reste intéressant hein, parce qu'en termes de levier, donc ça ferait un stop de 1%, ce qui fait que je pourrais me positionner avec un levier 1 sur le gaz, sur cette position-là. Hautement spéculative, encore une fois, mais je pense qu'on reste dans un actif haussier tant qu'on maintient des supports haussiers. C'est-à-dire que si on doit vraiment constituer un support ici, ça me semble être un vecteur intéressant d'achat. Mais il ne faudra pas y risquer plus d'1% dessus parce que ça restera quand même assez costaud comme type de trading. Voilà, donc Tesla, les publications, je m'en fous en fait, comme d'hab, hein, je vous l'ai dit, je m'en cogne de savoir ce qui s'est passé dans les carnets de commandes de Tesla. Tout ce que je sais, c'est que le marché voit ça d'un mauvais œil. C'est bien évidemment ce qui était anticipé. Donc je ne suis pas surpris de voir Tesla se péter la gueule aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais bien le voir entraîner tous ses collègues avec lui. Et Apple, j'aimerais bien également le voir se péter la gueule, donc avec un gap baissier demain, pour avoir une jolie structure de bébé abandonné là-haut. Et ça serait pour me satisfaire. Hein. Donc ici, vous voyez qu'on l'avait fait ici. Même chose, tentative, gap haussier, travail, gap baissier, extraction baissière et poursuite violente. Je pense que c'est la même chose qui nous attend ici, c'est-à-dire on travaille la zone de prix, nouvelle extraction baissière et on rechute. Cette fois, ce support n'y survivra pas. Je vous rappelle que donc on a nos 3 points de contact sur le diamant. D'accord ? On reprend cette stratégie dont je vous avais parlé. D'accord ? On a bien un diamant magnifique en formation sur l'action Apple. Hop, je vais vous le mettre en bien noir là, comme ça. Hop. Ah non, attendez. Je ne sais plus qui c'est qui me disait ça la dernière fois. C'est vrai qu'il faut que je l'utilise un peu plus souvent, ce truc-là. Donc, tac, 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 avec 3 points de contact sur la résistance. C'est ce qui est essentiel. Et tac. Ok, donc on voit bien ici la fameuse structure en diamant. Donc on est bien propre. Et ici, on a donc ça qui forme notre diamant. Si on a bien formation d'une résistance ici, la prochain contact baissier ne trouvera plus de repel vers les résistances. Donc encore une fois, on peut très bien ici rebaisser, remonter un peu, mais on cassera derrière. Donc là, la sortie de ce truc-là, c'est la fin pour Apple. Ça veut dire que derrière, c'est moche. Ça veut dire qu'il y aura des profit warnings. Ça veut dire qu'il y aura des dégradations des analystes. Évidemment, comme je vous dis, à ce stade-là, tout le monde sera en train de courir après les ventes sur Apple. Et moi, je serai encore une fois confortablement installé à ce moment-là. Donc voilà, un peu de prudence, mais il me semble que on est sur quand même un actif qui reste bien bear. Donc on serait en train de chercher notre vague 2 dans ces zones de prix, à laquelle suivra très probablement une belle vague 3 bien violente, puisque le diamant est une structure qui cotélisera un renversement assez brutal. Donc je reste bien évidemment fronteur d'Apple. Et je vous dis, la 3, elle peut très bien tomber là. Bon, je pense pas, hein, mais je ne serais pas en soi surpris d'avoir une vraie extraction très brutale des prix sur cette action. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures et on verra donc ce qui s'est produit aujourd'hui à Wall Street.